Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et une émission dédiée ce jour dans son volet géopolitique et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre intervenant de renom, Monsieur Taizen Nguyen. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et actualité oblige. Et vous étiez parmi les rares personnes qui ont mis l'accent sur la géopolitique internationale actuelle, c'est qu'il y a deux grands poids lourds qui sont presque en guerre commerciale et électronique, sans qu'il y ait une guerre directe, les États-Unis et la Chine. La thématique de ce jour, mesdames et messieurs, l'ours russe à l'affût. Pourquoi l'ours russe est à l'affût? Notre auditoire que M. Nguyen Taizen, c'est un ex-diplomate, conseiller scientifique et diplomatique de l'Académie de géopolitique de Paris. C'est un géopolitologue, mais aussi c'est le neveu du grand général vietnamien vainqueur de Dien Bien Phu. Monsieur Taizen, quel rôle joue la Russie actuellement dans ce conflit direct ou indirect entre les États-Unis et la Chine? Oui, bonjour et surtout bonne année du rat et de la souris de métal pour tous les Asiatiques de France et du monde. Oui. Donc, je pense à la Russie parce que dans le jeu géostatistique actuel, qui est planétaire, on entend parler toujours du duo US-Chine. La Chine et les États-Unis sont entrés déjà en guerre. Il n'y a pas la même nature de guerre comme la première, la deuxième guerre mondiale, mais une guerre, cyberguerre, une guerre économique, industrielle, idéologique même, et on entend parler peu de l'Europe. Bien sûr, parce que l'Europe n'est pas encore faite, malgré les désirs de nos dirigeants français, surtout du président Macron. On entend parler d'un autre pays, la Russie. Pourquoi la Russie? Un peu d'histoire et un peu de géographie. La Russie est notre voisin à l'est. C'est un pays qui fait 18 millions de kilomètres carrés de surface, avec un fuseau horaire par rapport à nous, Paris, 2 heures, et l'extrême orient de la Russie, c'est à 7 heures de Paris. Donc c'est un pays immense. Exact. Oui. Donc l'histoire veut que les Russes, et j'admire beaucoup les Russes, ils sont très forts, à partir du 16e, 17e siècle, ils ont conquis cette surface entre l'Europe et l'Asie. Donc les Russes, c'est quelqu'un de très important. Ils ont conquis la superficie la plus grande du monde, qui dépasse de loin les États-Unis et la Chine. Deuxièmement, il faut pas dire que c'est les Russes qui ont battu les troupes de Napoléon et qui ont également battu à plate couture les troupes nazies de Hitler. Voilà. Donc, les Russes, c'est pas n'importe qui. Et actuellement, bien sûr, la Russie, après l'effondrement de l'Union soviétique que la Russie dominait et dirigeait, la Russie a plus ou moins récupéré un petit peu ses territoires et sa puissance. Sur le plan économique, la Russie, c'est rien du tout.
c'est potentiellement beaucoup de ressources minières, beaucoup de pétrole, beaucoup de matières premières, mais le PIB de la Russie est l'équivalent de celui de l'Espagne. Oui, mais pourquoi la Russie est-elle importante sur l'échiquier mondial? Je vous le dis parce que j'ai étudié le problème à fond et je suis un diplomate, un chercheur, donc je suis objectif. La Russie, c'est d'abord une situation géostratégique très importante. C'est le prolongement de l'Europe jusqu'à la Chine. La Russie est entre l'Europe et la Chine. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la Russie est le deuxième exportateur d'armement. Voilà. Et la Russie est en quelque sorte héritière de l'Union soviétique. Donc, et depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, la Russie, c'est comme un ours qui a pris des poils. Elle s'affirme dans les affaires du monde, elle est présente partout, et grâce à sa taille, et grâce à sa position géostratégique importante, et grâce à l'importance de son industrie d'armement, la Russie est devenue incontournable dans les affaires du monde. Je vous donne un exemple. En Europe, la Russie peut être une menace pour l'Europe. La Russie a annexé la Crimée sans que l'Europe puisse faire quoi que ce soit. Ni Washington, ni Paris, ni Berlin. Personne n'a rien fait, n'a pu rien faire. On a accepté le fait accompli. D'ailleurs, bien sûr, légitimement, la Crimée appartenait à la Russie, donc elle revient à la Russie. Seulement, la Russie y est allée d'une manière plutôt cavalière, sans passer par les instances internationales. La Russie aussi menace, et de beaucoup, l'Ukraine, donc, et les pays baltes. Donc ça représente une menace pour l'Europe. Et la Russie fournit du gaz et du blé et du pétrole à l'Europe. Donc la Russie tient l'Europe par ses fournitures d'énergie et par son importance militaire. Un autre exemple. Au Proche-Orient, la Russie a gagné en Syrie. Elle dispose actuellement en Syrie d'une base navale qui est d'une importance stratégique majeure, à savoir Tartouz. Avec cette base-là, la Russie a construit à côté une base aérienne et donc elle compte dans l'espace méditerranéen. Ensuite, actuellement, la Russie soutient le maréchal Haftar, avec des mercenaires bien sûr, et la Russie compte jouer un rôle important en Libye, parce que la Libye c'est le pétrole. Et la diplomatie russe est très fine. En même temps, Moscou ménage les rivaux du maréchal Haftar, à savoir le gouvernement central de Tripoli. Et la Turquie? La Turquie, elle intervient à côté de Haftar pour des intérêts propres à la Turquie. Mais la Turquie et la Russie s'entendent bien. Oui. Alors que la Turquie, n'oublions pas, est membre de l'OTAN. Et pourtant, la Turquie s'acoquine avec la Russie dans beaucoup de fois. Et la Turquie achète aussi des armes très stratégiques à la Russie. Donc voilà pour l'Europe et pour le Proche-Orient. Et la Russie, elle s'entend bien avec tout le monde. Elle s'entend bien avec Israël, mais avec la Syrie, avec l'Iran. Elle s'entend bien
avec l'Arabie Saoudite aussi, donc aussi avec la Turquie. Donc elle peut jouer le rôle d'arbitre dans cette région-là. Et on ne peut pas envisager de solution au Proche-Orient sans la Russie. Voilà. Ça, c'est pour vous donner deux exemples, l'Europe et le Proche-Orient. Si on va un peu plus loin, mon cher ami, chers auditeurs, si on va en Asie, la Russie, sans la Russie, on ne peut rien faire en Corée du Nord pour dénucléariser cette partie du monde. Et le Japon est tenu en haleine par la Russie parce qu'il y a un contentieux très important entre les deux pays. La Russie tient le Japon par les comment dirais-je, l'archipel des Kuriles au nord du Japon, que la Russie occupe. Et en mer de Chine du Sud, en vietnamien Bien Dong, une région importante où il y a un risque de tension et d'hostilité entre les États-Unis et la Chine. Mais là aussi, la Russie joue un rôle important à travers le Vietnam. La Russie fournit des équipements d'énergie, des armes de toutes sortes au Vietnam, alors que, en même temps, la Russie est partenaire de la Chine. La Russie joue un double jeu en quelque sorte. Pourquoi? Parce que dans la position de la Russie, elle ne veut pas d'une superpuissance planétaire qui domine le monde et domine l'océan Pacifique. Tant qu'elle a encore des moyens, la Russie cherche toujours à pencher du côté d'un des partenaires un peu plus faible pour équilibrer le jeu, pour éviter que, par exemple, l'Amérique ne prenne trop d'influence sur la Chine pour contrôler toutes les mers du monde. Et d'un autre côté, la Russie fait tout pour éviter que la Chine ne domine l'Asie et l'océan Pacifique. Prenons un autre exemple. En Amérique centrale, en Amérique latine, la Russie joue un rôle important. Sans la Russie, on ne peut pas régler le problème du Venezuela. Exact. Parce qu'il y a du pétrole. Et puis avec le Brésil aussi. La Russie fait partie du même bloc des pays émergents que la Russie et l'Argentine et l'Inde. Et partage énormément de convergences stratégiques avec le Brésil. Donc vous voyez là, donc même en Afrique, avec un courant commercial Russie-Afrique, disons de 45 milliards de dollars par an, c'est cacahuète, c'est peu. Pourtant, la Russie a pu réunir cette année, non, l'année dernière, à Sochi, une conférence économique à Sochi entre l'Afrique et la Russie. Et il y avait 47 chefs d'État africains qui sont venus. Comment s'expliquer? Comment explique-t-on cela? Parce que moi, je ne vois que le fait que la Russie est devenue comme un ours qui ne s'engage pas encore dans le combat, qui attend, qui regarde les États-Unis et la Chine s'entretuer par des guerres économiques, guerres industrielles, guerres commerciales. Et cet ours-là est à l'affût. C'est tout ça, à l'affût. Il attend le bon moment pour bondir, pour servir soit d'arbitre, soit d'accord entre les trois, le troisième larron en quelque sorte. Monsieur Tezen, récemment, on a lu une récente sortie du président Poutine ou bien de l'équipe Poutine, comme quoi cette année et jusqu'à l'année prochaine, normalement, il y a une proposition russe pour un nouveau monde plus équilibré. Et il propose que cette réunion se fait par l'intermédiaire des grandes puissances mondiales qui sont connues à l'ONU.
et lui-même, il a dit, je suis prêt à y aller et assister là où il se trouve cette réunion. Est-ce que, selon vous, c'est la deuxième étape de l'ours, l'offensive de l'ours, qui était à l'affût jusqu'à maintenant, de proposer une ligne intermédiaire afin d'apaiser ou de sauvegarder notre monde si au cas où il y a une guerre mondiale, c'est la fin de ce monde? Je crois que vous êtes quelqu'un de très idéaliste, parce que dans les affaires du monde, entre les États, il n'y a pas de sentiment. Chaque État ne connaît que l'intérêt de l'État, et il n'y a pas d'idéalisme dedans. Mais le fait que Poutine a proposé ça est une manœuvre très intelligente. La Russie, qui pèse assez lourd, qui a un poids critique important dans les affaires du monde, ne peut jouer vraiment tout seul un rôle important dans les affaires du monde. Mais la Russie peut, à mon avis, jouer un rôle de force médiatrice, de puissance médiatrice, modératrice, pour proposer des solutions aux conflits dans le monde. Au profit de qui? Au profit de qui? Au profit d'abord, de l'équilibre dans le monde. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, la Russie ne voulait pas que ni la Chine, les États-Unis... Monsieur Taizin, vous avez raison. Vous avez raison de dire ça. Donc, ça prouve comme quoi il y a un idéal à défendre, c'est l'équilibre dans le monde. Exactement. Eh oui. Exactement. Ben parce voilà. que, dans cet équilibre-là, la Chine, il trouve son compte. Parce que, non, la Russie plutôt. Parce qu'actuellement, la Russie n'est pas une grande superpuissance comme les États-Unis ou la Chine. Et donc, c'est une manière de faire le jeu des États-Unis d'un côté, de la Chine de l'autre, qui tendent vers une sorte de monde unipolaire. Parce que dans ce monde unipolaire, la Russie n'aurait pas ça. Donc, en proposant un monde multipolaire, avec son intermédiation et son poids, la Russie soigne ses intérêts à long terme, en attendant de meilleurs jours. D'ailleurs, la France joue la même stratégie. La France compte sur le multilatéralisme pour éviter que la Chine d'un côté ou les Américains de l'autre ne dominent le monde, ne créent une sorte de pôle unique dans le monde. Et à cet égard, je crois que Macron a essayé de parler à Poutine. Ça, c'est légitime et intelligent. Voilà. Il y a une réalité quand même, M. Nguyen Taizin. Il y a une réalité qu'il ne faut pas l'oublier. C'est que tout simplement, M. Trump défend que les États-Unis en premier. Tout le monde le sait ça. Oui. Le président chinois, c'est la même chose par rapport à la première population dans le monde. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Donc, moralité de l'histoire, nous sommes en face de deux grandes puissances qui sont complètement retournées vers leur population. Donc, ils ne sont pas dans ce qu'on est en train de dire actuellement et ce que vous êtes en train de développer sur l'équilibre mondial, sur ça, on a vu, on a pu constater les différentes réactions de M. Trump vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. On a pu constater aussi la réaction de la Chine vis-à-vis d'autres puissances et notamment le soutien qui est donné à la Corée. Donc, il y a un égoïsme qui est de taille et cet égoïsme, est-ce qu'il trouvera vous savez, l'égoïsme, c'est tout le contraire du partage. Alors, est-ce que ces pays qui souhaitent partager, qui souhaitent vivre en seconde zone, si j'ai bien compris un petit peu, parce que la première zone, elle est dédiée aux deux grandes puissances, les Chinois et les Américains. Ces autres puissances qui sont assez nombreuses quand même, qui sont émergentes, qui sont là, mais sauf que sont limitées par rapport à cet égoïsme sino-américain. Comment peut-on
le percer? Comment peut-on amener ces deux grandes puissances à la raison, soit d'une manière intelligente avec des colloques ou des tables rondes pour discuter sur l'avenir du monde, ou bien tout simplement par un bloc unilatéral contre les deux blocs que je viens de citer? Je comprends votre souci et je le partage. Moi, je pense que dans les affaires du monde, actuellement, dans l'état actuel des choses, avec l'ONU comme elle est organisée, c'est-à-dire basée sur la souveraineté des États, malheureusement, tous les États sont égoïstes. Et c'est vrai. Je suis objectif. Les États pensent d'abord à ses intérêts et aux intérêts de leurs citoyens. C'est normal. Seulement, dans le cas des États-Unis et de la Chine, ce sont des États colossaux, énormes. Et cet égoïsme-là, il est poussé à fond et il risque de créer une sorte de monopole, voilà, de monopole dans les affaires du monde. Et ça, c'est malsain. Donc, il y a intérêt, par contre, donc, pour les pays puissants moyennes, comme la Russie, comme l'Europe, comme le Japon, comme l'Inde, par exemple, comme le Brésil, de tout faire pour se grouper, pour dire aux deux superpuissances qu'il y a, à part eux, il y a d'autres pays qui ont droit à la vie sur Terre et à la prospérité. Qu'il y a d'autres peuples qui méritent, autant que le peuple chinois ou américain, la paix et la prospérité. Donc, si on arrive à construire un monde multipolaire, ce à quoi aspire l'Europe, ce à quoi aspire la Russie, bon, c'est mieux pour tout le monde. Voilà. C'est éviter que l'égoïsme exacerbé des uns et des autres, des Américains, des Chinois, n'emmène le monde à un conflit dangereux, à une guerre catastrophique, parce que l'Amérique cherche à empêcher la Chine de la remplacer sur la planète. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même, ce thèse qu'elle remplace les États-Unis. Je crois que la Russie, quand elle a proposé cette conférence-là, elle a bien agi. D'abord dans son intérêt, mais dans l'intérêt éclairé de tout le monde, de tous les autres pays. Et en dehors des pays africains et arabes, selon vous? Les pays africains et arabes, malheureusement, ne sont pas bien organisés, ne sont pas bien unis, ne sont pas bien structurés. Chacun pour soi, chacun dans ses coins, donc ne pèse pas lourd. Si les pays arabes et africains, à travers l'Union africaine et puis la confiance des pays islamistes, sont bien structurés, sont solidaires, solides, et ont une même politique, à ce moment-là, ces pays-là pourraient jouer un rôle important, comme la Russie ou l'Europe. Malheureusement, ces pays-là restent encore désorganisés. Est-ce qu'on peut-on considérer le dernier sommet de Berlin où aucun pays concerné par rapport à la crise libyenne, je parle des pays limitrophes, arabes, notamment du Maghreb, et pourtant que la Libye fait partie du Grand Maghreb, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni le Maroc, ni les autres pays africains qui sont même, ils n'étaient pas présents. Est-ce que cela signifie que l'Afrique et le monde arabe, éventuellement, est sur la table du partage des grandes puissances? Malheureusement, je partage votre crainte et je suis l'événement partout dans le monde et surtout en Afrique
et au Proche-Orient, et je vois l'absence des intervenants arabes et musulmans, alors que c'est des régions qui les concernent directement. Voilà. Et ils laissent les Américains et les Russes s'occuper de la paix et de la guerre. Et ils laissent aussi la Chine s'occuper de la guerre et de la paix. Parce que les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique sont impuissants, sont mal organisés, ils ne sont pas unis, ils ne sont pas solidaires. Ben, par contre, ce qu'on peut constater, il y a deux grandes, voire trois grandes puissances arabes qui essayent de bouger, mais malheureusement parfois maladroitement. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et qu'on les voit partout dans le monde arabe et surtout aussi en Afrique et même ici en France, en Europe sur le plan religieux, mais sur le plan économique et sur le plan politique, on les voit, ces trois pays agissent d'une manière assez importante et on les voit dans certains nombres de guerres. Selon vous, notamment le Yémen, la Syrie et d'autres, même la Libye, quel rôle jouent ces pays arabes selon vous? Ces pays-là sont empêtrés dans leurs problèmes internes d'abord, et ensuite des problèmes de voisinage et de conflits d'intérêts. Ils sont obnubilés par les problèmes de, comment dirais-je, de pouvoir. Et, par exemple, l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est des pays musulmans. Là, c'est-à-dire les uns sont sunnites, les Arabes saudites. Les autres, les Iraniens, sont perses. Donc, ils sont engagés dans les conflits d'intérêts pour l'influence dans cette région-là. Ils cherchent à créer des alliances entre des pays de la région pour essayer d'être maîtres de la région. Par exemple, dans le cas de l'Arabie Saoudite, bon, l'axe Est-Ouest, c'est-à-dire l'Iran et la Syrie, préoccupent beaucoup l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite essaie de tout faire pour défaire le jeu de l'Iran. L'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est la coopération. Il faut oublier les conflits d'intérêt internes de ce genre-là. Oui, il faut penser à l'intérêt global, collectif, de développement, de paix et de coopération pour le développement, au lieu de s'engager dans des conflits d'hégémonie. Voilà, ils sont encore dans le processus de créer une sorte d'hégémonie dans le monde, dans cette partie du monde. Sur une base religieuse? C'est pas uniquement religieux, c'est nationaliste, parce que les deux sont musulmans. Les Iraniens comme les Arabes de l'Arabie Saoudite, ils sont tous musulmans. Les sunnites et les chiites, oui. Oui. Mais ils sont engagés dans un processus de suprématie ou d'hégémonie. Et c'est faux. Il faut essayer de vivre comme en Europe. L'Europe cherche à coopérer. L'Union européenne. Il faut créer une union des pays arabes, des pays musulmans, par exemple, pour faire pareil que l'Europe, au lieu de se battre, au lieu de avant 45. Ça, c'est un vœu très pieux, donc ça va être. C'est pas le temps viendra où l'Arabie Saoudite se rendra compte qu'elle n'aura pas intérêt de faire la guerre toujours à l'Iran et que l'Iran aussi se rendra compte chez eux que son intérêt n'est pas dans le fait de faire la guerre. Mais il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi la Syrie, il y a aussi le Yémen, il y a aussi la Libye, il y a aussi les interventions de ces pays dans d'autres pays, donc il
Oui, mais parce que c'est le jeu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran d'un côté, et puis aussi, bien sûr, il y a l'Amérique qui s'en mêle, avec Israël aussi qui s'en mêle. Donc, et c'est quoi l'intérêt de ces deux pays par rapport à ça? De quel pays? De l'Amérique et d'Israël? Oui. C'est quoi l'intérêt? Quel intérêt? Bon, l'Amérique cherche toujours à contrôler cette partie du monde parce qu'il y a du pétrole, c'est une région importante. Israël, c'est pour sa sécurité. Donc Israël cherche toujours à, comment dirais-je, diviser pour mieux régner. Voilà. Israël ne cherche pas à vivre, comment dirais-je, en paix avec l'Iran, avec les Syriens, ni avec l'Égypte, ni avec l'Arabie Saoudite. Israël pense d'abord à sa sécurité, à sa survie. Donc, Israël fera tout pour que ces pays-là ne s'unissent pas. On a un front uni. Parce que si ces pays-là sont unis, ils sont forts, donc ils peuvent régler le problème entre eux. Ils n'ont pas besoin des Américains, ni des Chinois, ni des Européens, ni des Russes pour régler le problème. Voilà, le problème, c'est le problème de ces gens-là, des Arabes et des Perses, des Iraniens, des Syriens. Ben, il faut qu'ils apprennent la leçon de l'Europe. L'Allemagne et la France ont fait la guerre pendant combien de temps? Et puis finalement, avec De Gaulle et Adenauer, ils ont fait la paix. Voilà, l'Europe est devenue une région prospère et puissante. Eh ben, écoutez, Monsieur Thaysen Nguyen, ex-diplomate, conseiller scientifique et diplomatique de l'Académie de géopolitique de Paris, c'est un géopolitologue de renom et le neveu du grand général vietnamien vainqueur de Dien Bien Phu. Merci infiniment de cet éclairage. Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez par rapport à l'émission Arc-en-Ciel et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et moi, je cherche toujours à partager mes recherches et mon savoir avec tout le monde pour la paix et l'amitié. Voilà. Sans aucun doute. Merci, Monsieur Thaysen Nguyen, et à bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.